Je voudrais remercier Timeworm pour avoir organisé ce congrès. Je pense que je ne suis pas le premier à le dire, mais c'est agréable de se retrouver en in real life, comme disent les jeunes, pour se parler plutôt qu'à travers un écran. Moi, j'étais chargé de répondre à cette question, enfin, donner des éléments de réponse plutôt à cette question. Est-ce que notre cerveau décide à pile ou face? Pour commencer, je voudrais vous présenter une expérience, une vieille expérience qui date des années 90, du siècle précédent, que les auteurs avaient appelé de l'autre côté du miroir en référence à Lewis Carroll. Et cette expérience consistait à prendre une poule, à la placer dans un corridor de marche et à mettre dans ce corridor de la nourriture sur un petit chariot. Et ce petit chariot est réglé pour se déplacer à 2 fois la vitesse de la poule. Ce qui fait que et dans la même direction qu'elle. Ce qui fait que si la poule s'en rapproche, le chariot s'en éloigne. Et pour pouvoir avoir accès à la nourriture, il faudrait que la poule recule pour que le chariot se rapproche d'elle. Et ça, une poule est incapable de le faire, contrairement aux rongeurs, par exemple. Donc ce que cette expérience montre, c'est que cet animal manque singulièrement de plasticité, de ce qu'on appelle la plasticité neuronale ou psychologique. Et c'est les phénomènes qui sont impliqués, qu'on formalise en neurosciences sous plusieurs formes. Donc la façon la plus simple, celle que vous connaissez, c'est probablement auquel vous pouvez penser en premier, c'est celle d'apprentissage. On parle d'apprentissage par renforcement ou d'apprentissage de compétences. Et c'est ce qui te permet de passer d'un stade dans lequel on est obligé de réfléchir à chaque geste et on a des difficultés à effectuer la tâche, à un stade dans lequel on est capable de pratiquer sans réfléchir des prouesses physiques. Ça s'applique au surf, mais ça s'applique à bien d'autres choses. Et alors vous voyez aussi que dans ce cadre de réflexion, le mode de fonctionnement est linéaire. Comme le dit l'adage, c'est comme la bicyclette, ça ne s'oublie pas. C'est exactement pareil. Une fois qu'on l'a appris, on va continuer à fonctionner en mode automatique. Mais on peut voir aussi ce cadre de la plasticité sous des formes qui ne sont pas forcément unidirectionnelles. Et c'est ce qu'on aborde, par exemple, quand on parle de l'équilibre entre comportement d'exploration et d'exploitation. Donc ça, c'est quelque chose qui vient plutôt de l'éthologie, mais qui a été repris en psychologie cognitive. Et donc c'est cette capacité, face à une situation donnée, soit à répondre toujours de la même façon, soit façon qui n'est pas forcément optimale, soit à explorer d'autres solutions qui peuvent s'avérer pires, mais qui peuvent s'avérer plus intéressantes. Et on peut, dans ces cas-là, basculer d'un comportement à l'autre, de l'exploration à l'exploitation. Le troisième cadre pour réfléchir à cette plasticité, c'est celle de l'équilibre qu'il peut y avoir entre comportement orienté vers un but et habitude. Alors là, l'exemple typique que l'on donne en général pour expliquer ce cadre de réflexion, c'est celui d'un individu qui a l'habitude d'effectuer le même trajet tous les jours de son domicile à son travail, ce qui fait qu'il le fait de façon quasi automatique. Il prend toujours le même trajet, ce qui lui permet de faire autre chose, d'écouter la radio, de répondre au téléphone s'il a un kit, bien sûr, ou de discuter avec quelqu'un s'il fait du covoiturage. Seulement, si jamais, pour une raison ou une autre, la route qu'il utilise d'habitude est bloquée, parce qu'il y a des travaux, parce qu'il y a un embouteillage, il va vouloir... Donc là, il était dans un mode de fonctionnement qu'on appelle habituel, qui ne lui demandait pas énormément de charge cognitive. Mais dans ces cas-là, il va devoir se replacer dans le contexte, se reconstruire une carte neurale, une carte mentale, pour essayer de trouver son chemin. Et donc, il va repasser dans un mode de fonctionnement orienté vers un but. Et là encore, c'est bidirectionnel. On peut passer d'un mode à l'autre. Et donc, en fait, tous ces cadres auront été, il y a une dizaine d'années à peu près, englobé sous une proposition qui a été faite par Kahneman qui a été prix Nobel de littérature en 2002, d'économie en 2002. Et il propose un système à 2 vitesses, avec un système, donc quand on évalue les processus cognitifs, un système rapide, automatique, mais peu flexible, et un système lent et plus délibératif, mais qui nécessite plus d'efforts. Donc il les a appelés système 1 et système 2, ce qui n'est pas très original. Alors Kahneman, il s'est bien gardé de donner un substrat neuronal à ces comportements. Mais d'autres personnes s'en sont chargées, et on arrive toujours à peu près à la même chose. On va retrouver un mode de fonctionnement qui dérive de ce qu'on appelle le cerveau triunique. Alors ce terme de cerveau triunique, ça ne vous dit pas forcément quelque chose. Par contre, vous avez tous entendu parler de cerveau reptilien.
Et donc l'idée, c'est qu'il y a trois niveaux dans votre cerveau. Un cerveau donc archaïque, reptilien, qui gère les automatismes, le cerveau limbique qui gère les émotions, et puis la partie noble du cerveau qui est apparue plus tardivement dans l'évolution, qui est celui qui s'occupe de la cognition. Et donc, en plaquant les deux modèles, beaucoup de personnes ont proposé que le système 1, c'était ce système archaïque, reptilien. Donc, c'est lui le système automatique qui nous pousse à faire des choses de façon automatique, mais qui peut être pris en défaut. Et puis, celui qui se charge de la cognition, qui est plus lent, donc qui se trouve au niveau du néocortex. Et ça, vous allez le retrouver il y a des ouvrages récents. Celui-là est sorti cette année, l'autre l'année dernière, et vous allez retrouver ce type d'explication. En neurosciences, on n'en est plus exactement là. Ce modèle du cerveau triunique a été abandonné depuis assez longtemps. Mais finalement, on n'en est pas très loin. Parce que ce que proposent la plupart des auteurs, c'est que vous allez avoir une opposition entre les structures sous-corticales, qui s'occuperaient des habitudes, et qui serait peu flexible et automatique, et puis la partie corticale, qui serait celle qui s'occupe des décisions délibératives. Donc, sur le plan anatomique, c'est légèrement différent. Puis après, il y a des variantes. Ça peut être plutôt dorsal versus un système plutôt ventral, plutôt médial versus plutôt latéral. Donc, la localisation peut varier d'un auteur à l'autre, mais globalement, la structure est toujours la même. Et c'est la même finalement que celle du cerveau triunique. Et ça partage comme propriété de proposer une organisation hiérarchisée avec un chef, en l'occurrence toujours situé au niveau cortical. Une relation structure-fonction, donc des structures donc le cortex fait ci, des structures sous-corticales font ça, et pas autre chose. Et puis un processus de compétition-répression, avec donc, si c'est le chef qui décide, tout va bien, et puis la pathologie viendrait quand le chef perd ses capacités de répression sur les sous-fifres, qui sont les structures sous-corticales ou autres, et ça entraînerait des pathologies neurologiques, des pathologies psychiatriques, des processus addictifs, etc. Le problème, c'est que tout ça, ça ne marche pas. Toutes ces explications ne tiennent pas la route si on les compare aux expériences. Et alors, il y a plusieurs exemples que je pourrais vous donner, mais je vais en utiliser un qui est issu de la maladie de Parkinson, puisque c'est un domaine dans lequel je travaille aussi, qui est celui-ci. Donc la maladie de Parkinson, pour ceux qui ne le savent pas, elle résulte de la dégénérescence des neurones dopaminergiques. Au cours de cet exposé, on va revenir plus tard sur quel est le rôle de la dopamine. Mais la dopamine intervient au niveau des structures sous-corticales, donc des fameuses structures sous-corticales donc de ce fameux cerveau reptilien selon MacLean et son cerveau triunique. Et donc ça entraîne, la dopamine disparaît, ça entraîne un dysfonctionnement de ces structures sous-corticales. Et donc ça donne une symptomatologie motrice, notamment avec des blocages, des tremblements. Les tremblements ne sont pas toujours présents, mais c'est ce qui est le plus connu par le grand public, mais surtout un blocage du patient. Et en fait, alors il y a une vieille légende, je n'ai jamais réussi à retrouver la source, mais c'est quelque chose qui se raconte chez les neurologues, c'est que si vous prenez un patient parkinsonien et que vous le jetez dans une piscine, ce qui n'est pas très éthique, il va se mettre à nager. Il a des cas rapportés, là aussi, on ne sait pas si ça fait partie de la légende ou si c'est réel, d'incendies dans des maisons de retraite, et les patients parkinsoniens couraient aussi vite que les autres. Il y a un cas documenté dans la littérature d'un footballeur professionnel qui était devenu parkinsonien, qui, complètement bloqué, était capable de dribbler quand on lui mettait un ballon entre les jambes. Donc le dysfonctionnement des structures sous-corticales n'entraîne pas de blocage des routines. Et par ailleurs, un des traitements, c'est quand même une maladie qui est relativement bien traitée, au moins dans les stades précoces, avec des traitements médicamenteux, mais au bout d'un moment, elle échappe aux traitements médicamenteux, et on peut utiliser de la chirurgie qui consiste à bloquer la structure de sortie, en fait, des ganglions de la base. Et lorsqu'on fait ça, donc on bloque le fonctionnement, finalement, l'influence de ces structures sous-corticales sur le cortex, et on améliore la motricité et on ne modifie pas les routines. Donc ça montre bien que le rôle des structures sous-corticales dans les routines, cette idée qu'on a que c'est les structures sous-corticales qui s'occupent des routines et le cortex est impliqué dans les processus de réflexion rationnelle seul, ne fonctionne pas. Donc il va falloir sortir de ce cadre, et pour pouvoir sortir de ce cadre, il faut d'abord redéfinir la cognition. Et ensuite, ce que je vais proposer, c'est une approche comparative, et c'est là que le hasard va entrer en jeu. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va
s'affranchir de la conscience. Pourquoi s'affranchir de la conscience? Premièrement, parce que ça va pouvoir permettre d'étudier le processus chez d'autres espèces que l'homme, ou alors à des stades de développement chez l'enfant où les enfants ne sont pas capables de verbaliser, donc on n'a pas besoin d'explorer ce problème. Le deuxième aspect, c'est que souvent, ce qui est verbalisé, ça a été montré par pas mal d'expériences de psychologie, et la stratégie réelle utilisée pendant l'apprentissage diffère. Donc il y a une espèce de reconstruction a posteriori qui n'est pas forcément fiable. Et puis c'est un troisième intérêt, c'est que ça nous évite de parler de libre arbitre. Comme ça, on évite des questions difficiles auxquelles on ne sait pas forcément répondre. Alors, pour définir une décision, on va partir le cadre le plus simple possible. Et pour l'expliciter, j'ai repris donc ça, c'est une image qui vient du film Brasil, qui est un vieux film des années 80. Sur des sociétés qui auraient plu à la table ronde précédente, qui est très, très totalitaire, très bureaucratique. Alors il y a une espèce de gimmick dans le jeu, les personnages s'échangent comme cadeau cet engin qui s'appelle un Executive Decision Maker, et qui consiste en un pendule qu'on remonte de façon mécanique, qui tombe sur un coin, et d'un côté il y a écrit yes, de l'autre il y a écrit no. Donc c'est ni plus ni moins qu'un système pour tirer à pile ou face, mais avec un petit design années 80. Et donc je l'ai pris pour illustrer qu'est-ce que c'est que la décision minimum. Finalement, la décision minimum, le cas minimum d'une décision qu'on peut imaginer, c'est le choix entre deux options. Comment en neurosciences on résout ce problème? Eh bien, ça peut se résoudre de façon très simple. Un tout petit circuit peut suffire, mais ce dont on a besoin, c'est surtout des propriétés qui sont ici. Et donc, on a besoin de ce qu'on appelle d'inhibition latérale. C'est-à-dire que là, pour mimer ce processus, on va avoir ce petit réseau avec un neurone qui va prévenir les autres que, attention, il faut faire quelque chose, c'est un neurone sensoriel, par exemple, deux populations de neurones effectrices, une population qui va permettre une action, une deuxième action, donc deux actions possibles. Et puis entre ces deux populations, il va y avoir ce qu'on appelle les interneurones inhibiteurs qui, si une population est activée, ça inhibe l'autre et vice-versa. C'est ce qu'on appelle l'inhibition latérale. Donc ça, c'est le cœur pour pouvoir avoir un processus de compétition, une décision. Il faut que les populations s'inhibent mutuellement. Le deuxième nécessaire, c'est ce qu'on appelle le rétrocontrôle positif. Si une population s'active, alors cette activation va s'amplifier, ce qui va permettre de stabiliser les choses une fois qu'il y aura une divergence qui aura eu lieu entre les deux. Et c'est là que intervient le hasard. Il nous faut ce qu'on appelle du bruit. Alors on appelle ça du bruit. Hier, il y avait une conférence, j'ai oublié le conférencier hier soir, qui faisait un travail sur bruit et aléatoire. Effectivement, nous en neurosciences, même si c'est plutôt un processus aléatoire, on a tendance à appeler ça du bruit, simplement parce que c'est ce qu'on enregistre avec nos outils de mesure. Alors comment ça se traduit? C'est que, imaginez, vous savez que la transmission se fait d'un neurone à l'autre par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les synapses. Et donc, dans un système sans bruit, pour un signal donné, un input donné, vous aurez toujours la même réponse. Si votre signal est bruité, la réponse va varier. Ce qui fait que pour un input donné, la réponse ne sera pas toujours la même. Il va y avoir une petite variabilité. Et cette variabilité, c'est elle qui va permettre à notre système de basculer soit d'un côté, soit de l'autre. Ce qui fait qu'avec un tout petit peu de bruit dans la transmission au niveau du système de l'inhibition latérale, on va avoir un système qui va être capable de choisir de façon aléatoire, soit une option, soit l'autre. Donc là, on a une décision minimum. Et donc une fois qu'on sait ça, ce qu'on va faire ensuite, nous, en neurosciences, c'est qu'on va aller chercher les structures qui se comportent de cette façon-là, soit avec de l'électrophysiologie, soit avec des techniques non invasives, comme de l'imagerie. Et c'est ce qui va nous permettre de définir le circuit impliqué dans la décision. Alors jusqu'à présent, notre décision, on n'a pas encore parlé de rationalité, parce que la décision n'a pas de conséquences. On n'a pas défini les conséquences de notre décision. Donc quel que soit le choix effectué par le sujet, finalement, c'est égal. Donc pour pouvoir introduire la notion de rationalité, cette fois, il faut introduire du bruit. Il faut introduire la notion de récompense. Il faut que un des systèmes, une des solutions, une des actions possibles, entraîne une récompense. Il faut qu'il y ait une différence de valeur entre les deux actions. Alors quand on parle de récompense, mais la valence peut être positive ou négative. Ça peut être dans un cas quelque chose de bénéfique, ou au contraire, quelque chose de négatif. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait une situation qui soit meilleure que l'autre. Donc si on prend le cas le plus simple, c'est qu'un des deux choix entraîne une récompense, de la nourriture par exemple, si on parle d'un organisme vivant, et l'autre rien. Et si on fait ça, il faut aussi qu'on rajoute un processus qu'on appelle l'apprentissage par renforcement au niveau
de notre réseau d'inhibition latérale qui fera que si une action est récompensée, ça va modifier ce qu'on appelle le gain, c'est-à-dire la puissance de la relation entre le neurone activé et le neurone inhibiteur qui doit inhiber le voisin. Et donc ce renforcement fera que la fois suivante, si de nouveau le système doit choisir, il a plus de chances de choisir ce qui avait été récompensé, puisque ce système sera le plus fort. Mais il reste quand même un petit peu de bruit dans le système, ce qui fait que c'est juste, il augmente ses chances, il augmente ses probabilités de choisir l'option la plus intéressante, mais la possibilité de choisir l'autre peut quand même arriver de temps en temps, même si la probabilité est plus faible. Et on va avoir ce qu'on appelle une courbe d'apprentissage, dans lequel le système va choisir préférentiellement l'option la plus intéressante, mais vous voyez que cette courbe n'arrive jamais à 1. Il y a toujours elle est légèrement au-dessous du 1, elle est asymptotique. Et donc, ce qui veut dire que le système continuera à explorer, continuera à choisir de temps en temps l'option la moins intéressante. Donc le système est bruité, et cette part d'aléatoire qui était intrinsèque, qui permettait au système au départ de pouvoir choisir, de pouvoir basculer, ce qui donne cette capacité de déséquilibre, qui fait que le système est capable d'effectuer un choix, persiste, et donc la conséquence, c'est que du coup le système ne peut pas être optimum tel qu'il est. Alors, on peut complexifier un peu cette histoire de récompense, au lieu de faire 1 et 0, ou 0 et moins 1, ou plus 1 et moins 1, on peut donner une gradation dans la récompense, et avoir des récompenses avec des valeurs de plus en plus importantes. Et c'est en faisant ce type d'expérience que dans les années 90, une équipe suisse a pu montrer que c'était les neurones dopaminergiques dans le système nerveux, dans le cerveau, qui codaient les neurones dopaminergiques de la substance noire et de l'aire tegmentale ventrale, qui sont deux structures proches l'une de l'autre, qui étaient capables de coder ces différences de valeurs. Donc ils ont pu montrer ainsi que le rôle que jouait la dopamine dans les processus de prise de décision et l'importance qu'elle pouvait avoir, puisque c'est elle qui donnait cette valeur, et donc c'était elle qui permettait au système d'avoir ce processus d'apprentissage par renforcement. Et donc ensuite ça a été confirmé par d'autres approches en imagerie fonctionnelle, et ça a permis d'isoler comme ça le réseau de la récompense. Donc en fait, on se retrouve avec un réseau de la décision qui est celui qui, bien sûr, implique le cortex chez les mammifères et les structures sous-corticales. Et puis, vous avez votre système dopaminergique qui va ici permettre au système d'avoir ces processus de renforcement et donc de biaiser ce système de décision. Alors, vous voyez que c'est le réseau, en fait, est un tout petit peu plus complexe que ce réseau minimal, mais on peut le formaliser avec un espèce de modèle réduit du réseau de la récompense qu'on peut modéliser comme ça pour le choix entre deux options, qui était la même question, qui est la question minimale qu'on se posait. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, je reviendrai un petit peu après, mais voilà un peu ce que ça pourrait être la représentation du réseau de la décision chez les mammifères. Et vous voyez qu'il va y avoir deux niveaux. Ici, le cortex, on reviendra dessus plus tard, et ici, les structures sous-corticales. Et en fait, il y a ces espèces de boucles de rétroaction qui permettent à tout le système de communiquer. Donc si on résume cette première partie, on va avoir un système de décision distribué dans une vague boucle cortico-sous-corticale. Donc il n'y a plus un système isolé, il faut tout le système pour que ça décide, et dont le bruit, donc l'aléatoire, est un mécanisme constitutif qui permet au système de basculer d'une option à l'autre. Donc c'est indispensable pour que le système soit capable de choisir. Donc en fait, pour que finalement le système joue au dé la décision, et ce que le système de renforcement va faire, c'est qu'il va permettre de piper les dés, il va permettre de faire basculer, de biaiser cette décision vers l'option la plus intéressante après des processus d'apprentissage. Alors, le problème, c'est qu'on est quand même dans un système un peu complexe et qu'en plus, vous l'avez vu, j'ai un peu symbolisé ici, au niveau cortical, il y a aussi des processus d'inhibition latérale. Donc, il semblerait qu'il y a plusieurs niveaux. Et pour essayer de décortiquer qui fait quoi, essayer de comprendre quel est le rôle de chaque structure dans la décision, on va prendre une approche comparative et on va on va bénéficier du fait que le système est relativement bien conservé chez l'ensemble des vertébrés, avec comme différence que chez les vertébrés les plus anciens, comme les amphibiens ou les reptiles,
L'essentiel des comportements va être géré par la structure sous-corticale, donc ganglion de la base, thalamus, etc. Il y a l'équivalent d'un cortex qu'on appelle le pallium, mais celui-ci intervient très peu dans la gestion des comportements, et en plus, il n'est quasiment pas bouclé. Les connexions, et ça dépend des espèces, mais chez certaines espèces, la connexion n'existe même pas avec ces structures sous-corticales. À l'inverse, si on s'intéresse aux mammifères et aux primates, c'est le cortex qui, lui, va gérer la majorité des comportements. Si vous faites une ablation du cortex chez un primate, chez l'homme, par exemple, vous le transformez en légume. Donc, c'est vraiment lui qui gère les interactions avec l'environnement. Alors que chez les amphibiens et les reptiles, vous pouvez supprimer le pallium, il pourra continuer à avoir un comportement quasiment normal. Donc on va s'intéresser à ces deux extrêmes, je ne vais pas rentrer dans les détails des poissons parce que je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais on va s'intéresser à ces deux extrêmes et voir comment est constitué le réseau et les différences, pour essayer de comprendre justement quel est le rôle respectif de ces structures sous-corticales et des structures corticales dans le réseau. Donc pour ça, on va remodéliser cette fois le cerveau en mettant une lamproie et on va lui poser comme question, simplement, on lui met un stimulus et deux actions possibles, tu vas à droite, tu vas à gauche par exemple. Donc c'est vraiment, on se limite à ces structures sous-corticales. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va retrouver de l'inhibition latérale grâce à des connexions distribuées. Ici, on va retrouver des boucles de rétrocontrôle positif. On va retrouver du bruit. Alors, pour la petite histoire, pendant très longtemps, les gens qui faisaient de l'électrophysiologie dans les structures sous-corticales avaient mauvaise réputation parce que leur enregistrement était très bruité par rapport à ceux qui faisaient du cortex ou du cortex visuel ou du cortex moteur. Et donc, ils passaient pour des mauvais électrophysiologistes à cause de ça. Finalement, on s'est rendu compte qu'effectivement, ces structures étaient beaucoup plus bruitées que n'étaient les structures corticales, en fait. Donc on va retrouver du bruit, notamment sur les relations entre ce qui arrive dans les structures d'entrée de cet ensemble qu'on appelle les ganglions de la base, des structures sous-corticales. Et puis c'est ici que les mécanismes d'apprentissage par renforcement vont se faire grâce au système dopaminergique qui va l'informer à chaque fois qu'une action est récompensée. Et donc, si vous prenez un réseau minimum comme ça, en tous les cas sur le plan théorique, vous pouvez conditionner votre lamproie à effectuer une action renforcée de façon préférentielle. Comme il y a du bruit toujours dans le système, bruit indispensable pour qu'une décision puisse s'appliquer au départ, le système va apprendre, mais n'aura jamais de comportement optimum. Il restera toujours un petit peu au-dessous de cette asymptote, du choix systématique de la meilleure option. Alors, on a voulu le tester ensuite sur le plan expérimental. Le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à conditionner des lamproies, à faire du conditionnement opérant. Donc, on est passé au triton, qui est un amphibien, lui, mais qui a à peu près les mêmes structures, hein, avec un pallium très peu développé. Et on a fait effectuer une tâche dans un labyrinthe denté, où là, en fait, vous avez des cibles, des petits symboles visuels. Les tritons sont dotés d'un bon système visuel. Et alors, par contre, on n'a pas pu faire de renforcement avec des nourritures, etc., parce que ce sont des animaux qui n'ont pas un métabolisme très important, donc ils ne courent pas après la nourriture comme peuvent le faire des mammifères. Mais par contre, c'est des animaux nocturnes qui supportent mal la lumière, donc le système est éclairé, et sa récompense, c'est d'avoir un des deux territoires là, qui est recouvert d'une plaque, donc il peut venir se mettre à l'ombre. Et donc, quand on fait ça, là, la vitesse est multipliée par 2, hein, ce n'est pas des animaux très rapides. Vous voyez qu'il regarde les cibles, et hop, il va venir choisir son truc. Alors, on peut représenter ça, on veut retrouver des courbes d'apprentissage. Vous voyez qu'au début, il choisit de façon aléatoire, puis progressivement, il apprend à choisir le bras dans lequel il va retrouver sa récompense. On peut s'amuser à inverser le rapport entre la cible et la récompense. Il est capable de réapprendre. Et surtout, si on supprime son système dopaminergique, il ne va plus être capable d'apprendre. Donc, on montre bien qu'avec son petit réseau, sans cortex, ce système est capable d'un apprentissage. Là encore, ça restera bruité, hein, on va jamais être à un comportement optimum. Et même si on continue, on a essayé de doubler les durées d'apprentissage, on reste aux alentours de 0,8. Donc on retrouve cette notion que le bruit est toujours présent, l'aléatoire est toujours présent, mais le système est capable de choisir. Donc ça, c'était le système chez l'amphibien ou la lamproie. Maintenant, si on passe aux primates, on voit qu'il y a cette espèce d'étage supérieur qui correspond au cortex, donc qui s'est très développé chez les mammifères, et surtout chez les primates. Et sa caractéristique, c'est que là, il a son propre petit système de compétition
avec rétroaction positive, inhibition latérale. Donc le cortex lui-même, lui tout seul, il est capable de faire ces processus de compétition. Seulement, c'est pas lui. La dopamine, même si on peut retrouver un peu de dopamine au niveau du cortex, mais c'est principalement au niveau des structures sous-corticales qu'on va la retrouver. Et donc ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va pas avoir un mécanisme d'apprentissage par renforcement, mais on va avoir ce qu'on appelle un mécanisme d'apprentissage supervisé. C'est-à-dire que si deux structures qui sont connectées sont activées ensemble, leur connexion va augmenter. Donc ça va permettre de développer des patterns qui, s'ils se reproduisent régulièrement, vont être sélectionnés de façon plus fréquente, puisqu'ils seront coactivés automatiquement. Donc là, ça c'est simplement une construction théorique. On vérifie que cette construction théorique est capable aussi de choisir, d'avoir des capacités d'apprentissage. Et pour vérifier les propriétés de ce système, on a effectué d'autres types d'expériences, cette fois chez les primates. Alors là, les tâches étaient un tout petit peu plus compliquées. Sur une session, il y avait plusieurs blocs de plusieurs essais, et dans chaque bloc, il y avait soit on lui présentait des cibles qu'il connaissait déjà, avec lesquelles il avait été déjà entraîné depuis le début de son apprentissage, avec des cibles de valeurs différentes. Donc il fallait qu'il sélectionne la cible la plus intéressante s'il voulait être récompensé. Et puis, on alternait avec ces blocs d'autres blocs où on lui présentait à chaque session de nouvelles cibles. Et donc là, par essai-erreur, on se retrouve dans les processus d'apprentissage, il doit déterminer quelle est la cible la plus intéressante. Et si on fait ça, c'est ce qui est représenté en pointillé sur cette courbe. En ce qui concerne les cibles qu'il connaît, il choisit systématiquement, donc cette fois on n'est plus dans l'aléatoire, il y a vraiment une régularité parfaite. Systématiquement, il va choisir la meilleure cible. Par contre, pour les nouvelles cibles, de nouveau apprentissage, et puis courbe asymptotique, elle reste, il continue quand même à explorer, même en fin de session. Ensuite, on a, de façon pharmacologique, on a inhibé la structure donc les ganglions de la base, la structure de sortie des ganglions de la base, de façon à bloquer l'influence de ce circuit sur le cortex. On a regardé ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en ce qui concerne les cibles déjà apprises, l'animal continue à choisir de façon parfaite. Donc, ce qu'il a appris, il ne le perd pas. Par contre, il est incapable d'apprendre des valeurs de nouvelles cibles. Et là, il continue à choisir aléatoirement tout au long de la session d'expérimentation. Donc, en bloquant le feedback de ces structures sous-corticales vers le cortex, on empêche les capacités d'apprentissage, mais par contre les automatismes, eux, sont conservés. C'est exactement ce dont je vous parlais tout à l'heure avec mon patient parkinsonien. Donc en fait, ce qu'on montre, c'est que l'évolution a sélectionné un système à 2 étages, avec un système donc, qui impliquait les structures sous-corticales, qui est celui qui est capable d'apprentissage par renforcement, donc qui est capable de plasticité, et un système cortical qui, lui, est là pour donner de la régularité, pour créer des patterns, pour créer des automatismes. Et les deux, ensuite, mais par contre, le système conserve ses capacités antérieures, donc ses capacités d'apprentissage par renforcement, et puis cette notion de bruit qui est toujours présente, mais qui est court-circuitée, en fait, quand le système passe en automatique. Le système cortical est tellement fort qu'il permet de lisser ces petits feedbacks un peu aléatoires qui peuvent revenir de dessous. Et c'est seulement s'ils sont suffisamment forts que le système va pouvoir basculer dans un processus plastique. Alors ça, c'est juste pour simplifier, pour ressortir de ces systèmes qui sont un peu compliqués. On reprend avec des schémas, des structures sous-corticales, apprentissage par renforcement. C'est ça qui gère les comportements chez les amphibiens et les reptiles. Par contre, chez les mammifères, comme la plupart des comportements sont gérés par le cortex, les sorties vers la moelle épinière vont se faire par le cortex. Tous les outputs vont se faire par là, mais par contre, il a besoin des structures sous-corticales pour pouvoir faire son apprentissage. Donc si on reprend cette idée de système de pensée à 2 vitesses, ça inverse complètement la vision initiale. Le système rapide et automatique, c'est le système cortical qui peut fonctionner, qu'on peut même faire fonctionner en autonomie si on supprime les outputs de ce qui arrive dessous. Et le système lent et délibératif nécessite l'intégrité du système sous-cortical pour pouvoir fonctionner. Alors, et la poule, vous allez me dire, qui était celle dont je vous parlais en début d'exposé, en fait, il semblerait que chez les oiseaux, en tous les cas chez les oiseaux chanteurs, ça n'a pas encore été vérifié chez les gallinacés,
ces systèmes de dépendance des structures corticales, les oiseaux ont un pallium dont la structure anatomique ressemble énormément à celui du cortex. Donc ces capacités de dépendance des processus plastiques sous-corticales disparaissent après l'adolescence. Donc ce qui est tout à fait possible, c'est que la poule ait perdu ses capacités plastiques et que donc elle n'est plus capable de nouveaux apprentissages une fois qu'elle a atteint l'âge adulte, comme les oiseaux chanteurs, mais ça mériterait d'être démontré. En tous les cas, ce serait une hypothèse qui serait intéressante à vérifier. Faire la même chose chez le poussin, pour voir si le poussin est capable de l'apprendre. Donc si on reprend l'histoire naturelle de la décision chez les vertébrés, donc ça c'est l'ensemble simplifié des branches de vertébrés, parce qu'il y a plusieurs branches chez les poissons par exemple, ce qu'on peut voir c'est que il y a un système à 2 étages, que la plupart des vertébrés ont le premier étage, cette capacité plastique d'apprentissage, mais qui est bruitée, donc qui est sensible à une grosse part d'aléatoire. Et puis, chez les mammifères, s'est développée une capacité pour créer des automatismes plus ou moins complexes, plus ou moins importants en fonction du développement du cortex chez les différentes espèces de mammifères. Il se trouve que ces capacités existent aussi sur d'autres lignées, donc chez les oiseaux, et notamment les corvidés par exemple, qui sont capables de processus cognitifs assez bluffants, sont pourvus d'un pallium très développé, donc avec ces capacités d'automatisation très développées. Il n'est pas impossible que chez certaines lignées de poissons, on puisse trouver aussi ce développement. Donc vous voyez que c'est pas il faut oublier une évolution linéaire, mais c'est plutôt quelque chose qui s'est fait en parallèle chez au moins 2 taxa et probablement chez d'autres aussi. Et peut-être que si on leur donne suffisamment de temps, ça pourra se passer aussi sur les autres taxa. Donc on perd cette idée d'organisation hiérarchisée, de relation structure-fonction, de processus de répression issue de ces vieilles visions du cerveau triunique, et on va vers une organisation en réseau où une seule structure est impliquée dans plusieurs fonctions. Ce n'est pas une structure, une fonction. Il y a une distribution des fonctions entre les différentes structures. Une coopération entre les différentes structures. Il n'y a plus un chef qui commande et qui opprime, qui répresse les comportements issus des autres. Je reprends ce que je disais tout à l'heure, que l'évolution a sélectionné un système à 2 étages. L'aléatoire, le bruit est indispensable au départ pour que la décision se fasse. Il faut, quand face à une situation nouvelle, pour qu'il y ait une décision, il faut qu'il y ait du bruit derrière, ne serait-ce que pour pouvoir tester les différentes options. Et par contre, derrière, il y a différents processus. Un premier qui est celui d'apprentissage par renforcement, qui permet de sélectionner plus fréquemment le comportement le plus approprié, et puis un système d'automatisation qui s'est développé progressivement au fur et à mesure de l'évolution chez différentes espèces, donc notamment chez les mammifères et chez les oiseaux. Voilà, je vous remercie. Moi, j'aimerais savoir, dans le système dans lequel on vit, il y a des addictions qui sont pas mal... il y a toutes sortes d'addictions, et en plus, je pense qu'il y en a certaines qui sont développées par l'intelligence artificielle, justement pour reproduire des systèmes. Par exemple, je ne sais pas, si vous regardez des vidéos sur YouTube, l'intelligence artificielle est faite pour vous inciter à en regarder encore plus. Donc, vous inciter à reproduire toujours une certaine addiction. Et est-ce qu'à l'aide de ce que vous avez exposé, on peut, disons, si par exemple on se dit, bon, ben là, il faut que je travaille, j'ai trop procrastiné aujourd'hui, lutter contre ce système d'addiction? Alors, donc, ce qui est certain, c'est que la plupart des modèles actuels ont tendance à considérer que ces problèmes d'addiction, c'est des problèmes sous-corticaux, alors qu'en fait, c'est un problème cortical, parce que les automatismes vont se développer au niveau cortical. Donc il faut prendre en compte cette dimension-là. Il y a plusieurs possibilités. Il y a des approches pharmacologiques qui ont été proposées, il y a des approches... Maintenant on commence à envisager des outils de génie génétique pour modifier les structures qui dysfonctionneraient. Le problème, c'est qu'on connaît encore pas assez bien la physiopathologie sous-jacente. On n'arrive pas en fait à identifier. C'est pas comme une pathologie neurologique où on sait où est la lésion. Là, ça reste encore spéculatif. On a quelques indices de modification de métabolisme, de modification de l'activité, mais qui sont pas encore suffisamment précises et certaines pour pouvoir agir dessus. Donc, à mon avis, on a encore besoin
de générer plus de données pour pouvoir répondre à cette question de façon définitive. Bonjour. Une petite remarque d'abord et une question ensuite. La remarque, c'est à propos du livre de Kahneman, on dit les deux systèmes de la pensée. Mais en fait, le système 1 n'est pas un système de pensée. C'est pas de la pensée, justement. Alors, ça, c'est une bonne question. Est-ce que la pensée a besoin d'être consciente ? On peut parler de cognition, si vous préférez. Comme ça, on s'affranchit. Moi, j'aime bien m'affranchir de ce genre de problème, parce que comme je travaille quand même beaucoup sur des modèles animaux, je ne me pose pas la question. Et ça me permet justement aussi de m'affranchir des questions de libre arbitre, etc., qui sont toujours un peu des planches savonneuses. Donc, je suis d'accord qu'on emploie celui de processus cognitif à la place de celui de pensée, si vous êtes plus confortable. Et ma question, c'est à propos du bruit dont vous parlez. À quoi ça correspond au niveau physiologique, au niveau neurologique, le bruit? Et est-ce qu'on ne pourrait pas, c'est une pure hypothèse peut-être très naïve, parce qu'on fait de l'électrophysiologie ou de l'imagerie cérébrale, on est toujours dans l'étude du fonctionnement des neurones. Or, le système glial est très important. Est-ce que le bruit ne pourrait pas être lié plutôt, encore une fois c'est une hypothèse, à ce que vous appelez le bruit? Alors je pense que si on fait ça, on ne fait que déplacer la question, de toute façon. Que l'origine de la part d'aléatoire, si on ne veut pas parler de bruit, qu'on enregistre. Alors il y a une partie du bruit, c'est sûr, qui est simplement liée à nos outils de mesure, qui ne sont pas suffisamment... mais on sait que ce n'est pas suffisant. Et d'autre part, l'origine de cette irrégularité dans la transmission de l'information, elle est entre autres au niveau synaptique. Et si au niveau synaptique que des cellules gliales participent, moi ça ne me pose pas de problème. Ça, je suis tout à fait d'accord. De là à leur donner un rôle spécifique et où, comme certains ont voulu en faire un siège de la conscience, je pense qu'il y a un gros pas que je ne franchirai pas. Merci beaucoup Thomas Borot pour cet exposé et cette conférence extrêmement intéressante qui a montré que les recherches actuelles en neurosciences et sur la cognition ont renversé une vision classique de la structure du cerveau. Donc Thomas Borot a mis de côté la question de la conscience pour justement pouvoir avoir des résultats plus objectifs. Néanmoins, ce renversement remet en cause aussi tout un tas d'idées reçues que moi, béotien, on peut avoir sur la différence entre le niveau subcortical qui serait plus inconscient et le niveau cortical qui serait plus de la conscience, qui relèverait plus de la conscience, puisque visiblement les automatismes sont au niveau cortical. Et donc cette conférence, moi, m'a fait penser à une expérience de pensée célèbre de la philosophie médiévale qui est l'âne de Buridan, qui est en gros un âne qui a très soif et très faim de manière complètement égale et qui se retrouve à côté d'une source d'eau et d'une source de nourriture et étant incapable de prendre la décision puisque les deux choix sont égaux, il va mourir de faim et de soif à côté de ces deux sources. Et donc finalement, ce que cette conférence nous montre, c'est que dans la biologie, les organismes ont à leur disposition ce générateur aléatoire, ce bruit, qui leur permet de prendre une décision, même dans le cas où les décisions sont parfaitement égales, et que ensuite le système de la récompense permet donc de mettre en place l'apprentissage par renforcement, qui donc, comme l'a montré l'exposé, n'est pas de la même nature suivant les taxons du vivant. Et donc, pour finir, ce que cette conférence peut aussi nous amener à questionner, c'est le rôle de ce générateur aléatoire dans notre prise de décision, et ça peut faire écho du coup à la table ronde qui avait lieu juste avant sur le lien entre le hasard et la justice, et donc comment on peut comment on peut interpréter la responsabilité et le choix d'une décision avec du coup ces données stochastiques qui entrent dans la prise de décision.
Merci encore beaucoup Thomas Bureau et donc merci à vous tous.